empruntez les chemins insoupçonnés que vous offre la vie. Ici Soraya et chaque mercredi, je vous emmènerai au cœur de nouvelles réalités. Au programme, auto-guérison, psychologie pratique, neurosciences, souveraineté intérieure et bien d'autres thèmes qui élargiront vos horizons pour vivre, mourir et renaître en toutes circonstances. Vous écoutez le podcast des chemins insoupçonnés. Bonjour chers auditeurs et je vous souhaite la bienvenue sur ce second épisode du podcast des chemins insoupçonnés. Eh bien, les poisons pour le corps, c'est la thématique de cet épisode-là, de cette nouvelle aventure sur ce chemin d'évolution, de transformation, mais aussi et surtout de connaissances qui nous permettent d'emprunter les plus beaux chemins qui s'offrent à nous, avec sérénité et confiance. Dans cet épisode, donc, je vais vous partager ce qui semble très important pour notre corps physique, mais aussi psychologique, à savoir les perturbations qui nous entourent, les obstacles dans le quotidien qui font en sorte que nous ne prenons pas soin de notre entité physique. Avant d'aller au-delà de toutes les identités que nous avons pris soin de construire, et que nous avons embrassé lors des différents conditionnements de notre existence, eh bien nous avons tout de même une grande responsabilité, un grand pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est cette responsabilité de prendre soin de ce qui nous est offert sur cette terre, à savoir à commencer par notre corps physique, mais aussi le circuit émotionnel à travers lequel nous pouvons expérimenter beaucoup de choses, mais aussi le mental qui lui est créateur, il est créateur de monde. La question est quel monde nous voulons créer à travers justement ce mental et ces perceptions. Dans un premier temps, je vais faire un petit tour des lieux, un petit constat qui est, je dirais, alarmant. Je crois que ce constat alarmant de l'état des lieux de la santé collective, et il faudra redéfinir un petit peu le terme santé, je pense que je le ferai dans l'un des prochains épisodes, dans l'un des épisodes justement de cette première saison. Eh bien, le constat, non seulement individuel, d'accord, lors de transition, de transformation et de changement, peut constater un état individuel qui n'est pas forcément optimal, mais aussi un constat aussi collectif d'une perte, d'une détérioration quelque part de nos qualités, des qualités qui font que nous sommes programmés pour être en bonne santé, pour avoir un équilibre optimal. Et qu'est-ce qui fait alors que nous détériorons ce qui nous a été offert ? Par ignorance, mais aussi par manque d'engagement. Je vous proposerai dans un second temps de prendre conscience à quel point se protéger, très important pour recouvrer nos qualités, nos capacités optimales. Se protéger, pour moi, c'est aussi se respecter. Et lorsqu'on n'a pas accès à ces connaissances innées, peut-être s'informer dans un premier temps de ce qui a été, de ce dont nous n'avons pas conscience. Les connaissances réelles ne se trouvent pas là où on croit. Il est temps de pouvoir rétablir cette guidance, bien qu'aujourd'hui l'information, certains disent nous sommes bombardés d'informations, mais il faudrait savoir où est-ce qu'on cherche, où est la source des informations, où se trouve la source des informations auxquelles nous voulons avoir accès, et pourquoi ? Et ensuite, sommes-nous prêts ? N'y a-t-il pas des étapes préalables avant d'avoir accès à des informations justes et à de réelles informations qui correspondent à notre état actuel ? C'est ce que nous allons voir tout au long de cet épisode. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer.
Je vais démarrer avec un chiffre, des chiffres. Je suis tombée sur un rapport de l'ANSES qui a été publié en février dernier de cette année, donc il n'y a pas très longtemps de cela, donc c'est assez actuel. 95% de la population française serait exposée à un risque de détérioration de sa santé. Un risque de détérioration de sa santé. Alors, le rapport évoque différentes raisons. J'en proposerai d'autres, je pense qu'elles ne sont pas les seules. Il évoque notamment les raisons du manque d'activité, un manque d'activité physique et un temps passé assis trop longtemps. Donc un temps passé assis trop important. Il est également spécifié que seulement 5% des adultes français, là j'ai pris uniquement la population française, j'aurais pu prendre d'autres statistiques, 5% des adultes français auraient une activité physique suffisante. Bon, la question est, quel est donc ce paramètre qui identifie une activité physique suffisante? Ça, c'est une autre question. Mais 5% m'avaient l'air dérisoire. Donc voilà, les risques de détérioration de sa santé. Bon, il y a plusieurs choses à définir dans un premier temps. La santé, qu'est-ce qu'un risque, comment ils évaluent dans ce rapport-là les risques. Qu'est-ce qu'on appelle une détérioration? Bon, là, je pense qu'on serait plus ou moins tous d'accord. Moi, ce que je veux retenir dans ce rapport, c'est que premièrement, il n'est pas nouveau, même s'il date de cette année, d'il y a à peine quelques mois. Je crois que les sonnettes d'alarme ont été enclenchées depuis un certain temps. Seulement, pourquoi, à titre individuel, nous ne réagissons pas? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs du fait que nous ne réagissons pas face à une détérioration de la santé, de notre santé. Je crois que une des réponses par rapport à ces facteurs-là seraient les conditionnements que nous avons eus et une méconnaissance abyssale de non seulement notre mode de fonctionnement, du mode de fonctionnement optimal d'un corps physique, de comment fonctionne un mental, comment fonctionne la psychologie. Je crois qu'il y a un manque de connaissances, donc une ignorance abyssale, comme je l'ai dit, par rapport à ça, et une certaine méconnaissance des forces invisibles, des forces qui nous entourent et qui nous poussent à adhérer à ce qui ne nous correspond pas, à nous enlever, à nous retirer, en fait, non seulement nos connaissances, mais aussi quelque part à nous affaiblir. Pourquoi? Quelle est la raison? Je vous laisse vous faire votre propre opinion, vos propres recherches, si vous le désirez. Mais en tout cas, c'est un constat général, mondial. Là, je vais m'attarder, je me suis intéressée plus spécifiquement au cas de la France, qui est représentatif, bien évidemment, du monde, dans une certaine mesure, avec des spécificités, c'est sûr, mais dans le constat global, c'est véritablement une détérioration globale de la santé. Ça passe par la santé physique, mais aussi psychologique. Ma première question, souvent quand je vois ça, c'est à qui profite le crime? Pourquoi avons-nous autant perdu la connaissance de nous-mêmes? Mais nous-mêmes dans le sens, non pas dans le sens divin, non pas dans le sens comme entité appartenant à l'univers, non, juste la connaissance de notre mode de fonctionnement, juste des choses basiques de notre vie terrienne, que ce soit en termes d'alimentation, que ce soit en termes de, je ne sais pas, prise de décision, de choix relationnels, de choix professionnels, de choix d'activité, de choix de mode de vie, etc. Pourquoi les connaissances basiques des fonctionnements se sont en quelque sorte privatisées? Elles ont été privatisées quelque part. Et pour avoir accès à un semblant d'information, vous devez adhérer à un système
lui octroyer votre pouvoir décisionnel, c'est-à-dire que c'est le système, hein, c'est le ministère de la Santé qui vous dit marchez, bougez, qu'est-ce qu'il y a encore 30 minutes d'activité par jour, mangez 5 fruits et légumes par jour, des choses, si l'on voit avec un peu plus de recul, aberrantes, infantilisantes, totalement aliénantes. Mais le pire, c'est qu'elles répondent à une certaine réalité. C'est que l'on attend toujours que Pierre-Paul Jacques nous dise quel choix effectuer en termes de notre mode de vie. Donc ce constat général de fragilisation physique et psychologique, donc les deux vont de pair, peut avoir plusieurs origines. Est-ce que vous, par exemple, vous l'avez constaté? Au-delà même de la charge, par exemple, de travail que vous pouvez avoir, des questionnements que vous pouvez manifester, du manque de confiance, de connaissance, d'éclairage, de guidance, voilà, une sorte d'addiction, peut-être une sorte d'addiction à une recherche d'informations extérieures pour pouvoir aller mieux. Voilà. Le but, c'est toujours d'aller mieux, d'aller bien, parce qu'on sent que quelque chose ne va pas en nous. J'ai pu mettre en lumière certains facteurs potentiels de cette fragilisation physique et psychologique collective. Et je tiens à souligner que cela ne date pas de 2020. C'est bien évidemment antérieur à 2020, même si certains aiment bien le répéter, en fait, l'utiliser comme raison, excuse. Oui, c'est un trauma collectif, un traumatisme collectif que nous avons subi. D'accord. Et donc, venez, on va prendre en charge, on va vous prendre en charge, on va prendre en charge votre santé, puisque nous sommes là pour votre bien. Un des facteurs dont nous avons tous connaissance, et dont nous avons un peu de marge de manœuvre, et sur lequel nous avons peu de marge de manœuvre, c'est la pollution. Que ce soit la pollution de l'eau. Je vous invite à vous informer sur ce que contient l'eau du robinet. Si vous êtes par exemple en ville, si vous vivez en ville actuellement, que contient l'eau du robinet, pourquoi? Je vous invite aussi à vérifier donc, cette information-là à travers différentes sources d'informations. Bien évidemment, on ne va pas vérifier cette information par rapport chez le distributeur d'eau. Ça serait comme demander à un vendeur si son produit est de qualité. Vous imaginez bien que la réponse serait biaisée. L'eau, l'air que nous respirons, en fonction de là où nous nous trouvons. Les pollutions sonores également ont un facteur sur notre état psychologique général. Les pollutions de la terre, la pollution de la terre à travers les produits phytosanitaires, pesticides, herbicides, etc., qui altèrent non seulement la vie qui se trouve sur Terre, donc qui réduit la vie, qui réduit l'activité microbiologique, par exemple, de la Terre, et qui fait qu'il y a un appauvrissement de la fertilité des sols. Et donc, qui dit appauvrissement de la fertilité des sols, dit forcément une moindre qualité des plantes donc comestibles que nous mangeons, que nous ingérons, de la qualité nutritionnelle donc de ces aliments. Tout est lié, c'est véritablement lié. Je crois que, je ne sais plus le chiffre exact, mais par exemple une pomme d'il y a 50 ans, en termes de qualité nutritionnelle, c'est-à-dire en termes de contenance nutritionnelle, est X fois plus grande qu'une pomme aujourd'hui, bien que, entre guillemets, naturelle, c'est-à-dire sans forcément de produits chimiques.
tout juste cueillis lors de la saison adéquate, eh bien pour autant, il y a tout de même une baisse de qualité nutritionnelle, il y a une cinquantaine d'années. Donc ça a aussi un impact sur la fragilisation physique et aussi psychologique. Les deux, encore une fois, étant liés. En parlant de pommes, de produits issus de la terre, eh bien l'alimentation est aussi un facteur de fragilisation. Dans l'alimentation, donc tout ce qui est comestible, nous connaissons très bien l'entreprise, enfin les géants agroalimentaires qui vendent littéralement des poisons que nous ingérons, soit par habitude, soit par ignorance, ce qui est souvent le cas, soit par manque de conscience, par inconscience aussi, et par manque d'engagement, parce que ça ne nous intéresse pas forcément de faire des démarches pour pouvoir rechercher ce qui est meilleur pour nous. Je dirais que les conditionnements sont quand même assez forts, parce qu'en fonction de la famille, par exemple, de l'environnement dans lequel vous avez baigné, vous pouvez être sensible ou non, développer cette sensibilité, cette prise de conscience par rapport à l'alimentation, par rapport à ce que vous ingérez. Donc ça peut aider énormément de personnes à prendre des décisions, à faire des choix alimentaires. Donc l'alimentation a commencé par exemple par les sucres, les gras, les additifs perturbateurs endocriniens. Et puis ça se fait par petites doses, les petits poisons par-ci par-là, c'est pas forcément très grave. Et puis tout le monde fait ça. Lorsqu'on est intégré à un système, on intègre aussi le mode de vie qui l'accompagne. Et c'est très difficile de ne pas être, entre guillemets, pris par ce qu'on nous offre en masse, parce que finalement, on ne voit que ça, lorsqu'on ne cherche pas ailleurs. Il y a aussi la manière de faire, la manière de se nourrir, au-delà de la contenance. Regardez les fast-foods, l'américanisation non seulement des mentalités, mais aussi des modes de vie. Dans le rapport, il parlait de sédentarité. C'est un des facteurs, la sédentarité, donc le manque d'activité physique. Je dirais même l'excès de confort peut être un facteur aussi. Dans cette dégradation, l'excès de confort qui nous amène à être assistés dans les rouages du quotidien, dans les activités quotidiennes. Et c'est particulièrement, je trouve, lié au choix dont on dispose. C'est-à-dire que si je prends l'exemple, imaginez que vous êtes face à un escalator ou un escalier. J'aime bien le renvoyer dans le quotidien, vous voyez, parce que c'est dans les petits choix du quotidien peuvent finalement, à long terme, changer la donne, effectuer des changements importants par des petits choix comme ça dans le quotidien et que nous intégrons de manière naturelle par justement la répétition et qui effacent en fait la douleur des choix, des possibilités. Je faisais la référence entre un escalator et des escaliers. Pourquoi est-ce que le réflexe, souvent, d'une majorité, ce serait de prendre des escalators alors qu'il y a l'escalier? C'est le choix du moindre effort. Si par exemple vous n'avez aucun problème de santé, vous n'êtes pas chargé, mais vous prenez quand même un escalator. Eh bien, même si une fois, 2 fois, ce n'est pas tellement grave en soi, mais en fait, selon moi, ça installe quelque chose. Il y a un message que vous envoyez à vous-même lorsque vous faites ce genre de choix. Parfois, ne pas se laisser de choix, eh bien, lorsque l'on sait que ce choix est juste, la prise de décision est quasi immédiate. Mais bien évidemment, encore une fois, on est confronté à des forces extérieures qui nous poussent vers l'inconscience, quelque part. À qui profite le crime ? Je pense aussi qu'un des facteurs est justement le manque d'écoute et tous ces conditionnements. Le manque d'écoute de ses émotions, d'écoute de cette intuition, de fameuse intuition.
Je l'ai évoqué au premier épisode, hein, les mystères des prises de décision. Derrière l'intuition, on parle souvent, comme je le disais, on parle d'intuition, il suffit de suivre son intuition, mais je le réitère parce que c'est aussi lié aux choix que nous faisons pour les meilleurs choix pour notre corps physique, sont souvent liés à un manque d'écoute. Si nous n'avons jamais été habitués à écouter les besoins du corps, les besoins intérieurs, l'intuition, notre cœur, notre instinct, et que nous avons été conditionnés à octroyer ce pouvoir-là, cette écoute-là à l'extérieur de nous, forcément, ce ne sera pas du tout bénéfique, puisque qui, mieux que nous, sait ce qui est bon pour nous, mais à condition d'avoir développé cette connaissance, cette guidance intérieure. Je parle pour des adultes qui devraient être normalement équilibrés. Donc il y a un manque d'écoute qui implique cette ignorance-là, et du jour au lendemain, on arrive avec ce mal-être, cette maladie, on ne sait pas faire le lien entre X, Y, Z, mon enfance, ce traumatisme, ce travail, ces relations, rien ne va plus. Les conditionnements, pourquoi j'ai fait les choix que j'ai faits, je n'ai jamais possédé quelque part les prises de décision, j'ai toujours été amenée à décider selon des critères autres que ce que j'aurais dû. Et donc je me retrouve aujourd'hui dans des situations forcément de mal-être où les changements simples de la vie, les transformations inhérentes à nos évolutions, deviennent douloureuses. Et parfois nous ne faisons pas forcément le lien avec des choses basiques telles que le mode de vie. Donc, à quoi bon méditer pendant 3 heures, acheter des livres de comment être heureux, comment faire ceci, comment faire cela, si les bases de l'environnement ne sont pas respectées. Les deux, encore une fois, sont liés. Bien évidemment, l'un n'est pas forcément plus important que l'autre, mais je crois que ce qui est le plus en notre pouvoir, ce sont les choix basiques du quotidien, d'alimentaire, les choix d'activité, les choix de parole, les choix de comportement. C'est toute cette petite choix du quotidien. Nous avons la capacité de nous renforcer, que nous avons la capacité d'aller au-delà des forces extérieures qui nous sont imposées, et souvent ce sont des forces destructrices. On parle de trauma collectif, des choses qui impactent les individus qui choisissent d'être impactés quelque part. Je ne parle pas de la situation en elle-même, je parle de la perception et de l'impact de la situation, des situations que nous pouvons rencontrer collectivement. Donc si on s'identifie, si on peut parler aussi ici un des facteurs d'identification, les identifications, à quoi je m'identifie ? Si mon identité a été telle toute la vie et que du jour au lendemain cette identité est remise en question, qu'est-ce que je fais ? Qui suis-je ? Où vais-je ? Pourquoi ? Ce sont, certains appelleraient ça des prises de tête. En fait, si on ne s'est jamais posé la question de manière consciente, au moins une fois, ces questions-là viendront assez violemment en pleine figure, et qu'on peut appeler la crise de la quarantaine ou d'autres formes de crise, sous forme de maladie, de séparation, de perte, etc., etc. Tout simplement parce qu'on n'avons jamais pris le temps de nous connaître. Et quand je dis nous connaître, ça commence par le mode de fonctionnement, qui est la base, mais qui n'est pas nous, avant d'aller au-delà de cette connaissance. Donc cette fragilisation physique et psychologique, selon moi, est aussi liée à une banalisation des poisons pour les enfants. Pourquoi est-ce que je parle de banalisation des poisons pour les enfants ? Ce que je considère comme étant un des poisons pour les enfants le plus grand, c'est véritablement le sucre, qui est un produit addictif et qui est une sorte de drogue légale. Donc qui amène à suractiver dès le très jeune âge le circuit de la récompense, surtout avec des comportements malheureusement éducatifs
qui vont intégrer des habitudes dans le circuit de la récompense. Souvent, la récompense va être douce et sucrée. Ou même par exemple le réconfort, lorsqu'ils sont réconfortés, parfois on réconforte les enfants, tiens, avec du chocolat, avec un bonbon, avec ceci, avec cela. Lorsque un enfant est en demande, hein, avec un besoin qui n'est pas forcément respecté, écouté, entendu, on va se débarrasser avec ce réconfort sucré. Donc, imaginez le processus qui est activé durant ces moments-là et qui se reproduisent au fur et à mesure de l'âge adulte et qui se renforcent. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des personnes qui soient addictes à certaines substances parce que ce circuit de la récompense, lors je ne sais pas moi, d'une émotion, d'un déplaisir, d'une contrainte, on va être amené à aller rechercher le plaisir. Et dans notre mémoire, si nous avons associé le réconfort, la recherche de plaisir à cet aliment sucré, nous sommes plus amenés à en devenir addicts et malheureusement donc emprisonnés. En plus de toutes les répercussions physiques qu'on connaît, hein, je ne vais pas du tout parler du diabète, de toutes les maladies qui sont banalisées, de tous ces maux-là qui sont banalisés, les inflammations, les dents aussi, enfin tout ce qui est hygiène bucco-dentaire. Et c'est vraiment perturbant de voir à quel point les comportements alimentaires en fait sont intégrés. Ces poisons sont intégrés dans toutes les sphères du quotidien, de sorte à ce que si vous êtes par exemple un parent, c'est très difficile. Bon, déjà c'est une source de facilité. Hop, je prends le gâteau, je le mets dans ton sac, c'est ton goûter. Et c'est très difficile aussi par exemple lorsque à l'école, on ne fournit que ça aux enfants, que tous les copains, copines ont ce genre une alimentation très pauvre. On ne peut pas rechanger les bases de la société. Mais pourquoi est-elle comme ça? Par qui est-elle devenue comme ça? Quelles sont ces forces-là? N'êtes-vous qu'un pion qui obéissait à je ne sais quelle force invisible et qui détériore votre vie et la vie de vos enfants? C'est des questions que je me pose, que je constate qui ne sont pas du tout à l'ordre du jour, qui ne sont pas forcément à l'ordre du jour, parce que vous savez, ça remet en question beaucoup d'autres choses, hein, n'est-ce pas? Et ça implique une responsabilisation, ça implique une désidentification, ça implique énormément de choses. Donc, nous préférons lâcher, rendre les armes quelque part, et se laisser aller là où le courant nous mène. Une fois j'ai assisté à un tournoi de foot, ça m'avait marqué cette situation-là, et c'est là où j'avais pris conscience à quel point la commercialisation des poisons était enracinée dans notre quotidien, dans notre mode de vie. À la fin d'un tournoi de foot de mes neveux, je me souviens, j'avais assisté, et c'était à côté de Toulouse. Et à l'époque, donc ils avaient le petit tournoi des enfants qui était organisé par l'association, par des parents bénévoles, etc. Et puis à la fin, il y avait un énorme goûter sur la table qui les attendait. Donc après, voilà, l'effort, on récompense tout le monde, perdant, gagnant. Le plus important, c'est de participer. Et voici notre récompense et puis aussi notre récupération. Récupérer de l'énergie. Et bien sur la table, il n'y avait rien d'autre que des gâteaux, donc achetés dans les emballages, des chocolats, des bonbons, encore des gâteaux, madeleines et compagnie. Donc des produits industriels sucrés, sans compter les boissons sucrées, les faux jus sucrés, etc. Je me suis dit, mais tiens, même dans un environnement donc, de sport, le sport, la santé, le bien-être, voilà, il y a quand même des bases minimales alimentaires.
On pourrait quand même faire un petit effort à ce niveau-là. On pourrait peut-être se dire qu'il y a une certaine conscience à ce niveau-là. Pas du tout. Déjà, premièrement, on ne se posait même pas la question. Mais absolument pas. Et puis, c'est aussi plus facile. Et je me suis dit, mais pourquoi ce ne serait pas aussi normal de mettre des fruits, un tas de fruits, des fruits frais, des fruits secs, des oléagineux, etc., qui ont une composante nutritionnelle très riche, justement même pour les sportifs, pour la récupération, très riche en acides gras, et puis même le sucre, on le trouve évidemment dans les fruits, mais surtout aussi dans les fruits secs, qui sont très riches en sucre, mais comme on dit, c'est du bon, ça vient de fruits, directement. Eh bien non, alors je me demandais pourquoi, voilà. Encore une fois, la réponse, ce serait certainement les conditionnements, peut-être qu'une des réponses aussi serait le prix. Je ne sais pas, on choisirait entre des fruits qui sont peut-être un peu plus onéreux au niveau du prix. Donc on préfère acheter des poisons moins chers plutôt que de valoriser sa santé. Après tout, nous avons la sécurité sociale, nous serons soignés de toutes nos maladies, nous sommes assurés, nous avons des mutuelles, etc. Donc il n'y a aucun problème, on nous prendra en charge pour notre futur. Donc à quoi bon dépenser de l'argent, autant le garder pour autre chose. Je caricature, mais c'est un peu ça, la prise de conscience que j'avais eue. J'en avais conscience, bien évidemment, ailleurs, mais je ne sais pas pourquoi cette fois-ci, c'était devenu comme une évidence. Être intégré à une société malade n'est pas forcément un signe de bonne santé. Donc là, les enfants, imaginez votre enfant, pour qu'il s'intègre, il faut qu'il s'intègre aussi à ce genre de propositions. Et puis il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il devienne un peu normal, c'est-à-dire fragile physiquement et psychologiquement, un peu comme tout le monde. Sinon, je devrais faire vraiment des efforts supplémentaires pour pouvoir le rééduquer. Et les enfants, mais aussi les plus jeunes, puisque d'après une enquête qui a été réalisée par la Fondation Jean Jaurès, écoutez bien, 30% de l'ensemble de la population indique être moins motivé qu'avant. Donc ça, c'est une enquête qui date d'il y a quelques semaines, quelques semaines de cette année. Je n'ai plus la date exacte, mais on peut la retrouver sur le site de la Fondation Jean Jaurès. Ils ont effectué des enquêtes assez intéressantes dans le domaine. Je me suis dit, déjà, définissons la motivation, peu importe. Donc peut-être être enclin à agir, peu importe le type de motivation, peu importe le domaine. Je pense que c'est aussi lié à une sorte de fatigue. Les gens sont de plus en plus fatigués, les jeunes. Et écoutez bien, donc dans cette population-là, ça c'est la population globale, mais si on prenait uniquement la tranche d'âge des 25-34 ans, on constaterait que 40% d'entre eux sont moins motivés, contre seulement 21% des plus de 65 ans. C'est-à-dire que on croirait que la fatigue, la démotivation, le manque d'entrain viendrait avec l'âge. Notre génération et les générations futures cassent cette tendance naturelle, puisqu'il est plus naturel d'avoir moins de capacité, donc moins de vitalité, entre guillemets, avec l'âge. En général, bien que donc nos capacités physiques propres, naturelles, sont plus enclines à diminuer avec l'âge, ce qui est un processus totalement naturel. Mais là, ça a battu tous les records, c'est-à-dire on n'est plus du tout là dans le naturel, mais totalement artificialisé. 40%, c'est-à-dire presque la moitié, presque un jeune sur deux est démotivé, blasé, fatigué, à quoi bon, pourquoi, allez, après tout, c'est bon, laissez-moi tranquille, je vous donne ce que je veux, l'essentiel c'est d'avoir mon petit lit, mon café, mon réconfort,
ma petite vie tranquille, laissez-moi, je vous donne tout ce que vous voulez. Et bref, donc il y a ces constats-là. Encore une fois, ma question, c'est à qui profite le crime et les pressions de plus en plus grandissantes des industries fait que nous sombrons par ignorance, par aussi manque de conscience et par déresponsabilisation vers une autodégénération individuelle mais aussi collective. Après ce constat alarmant, ce constat noir, certains diraient négatif, ce constat peut-être pessimiste, eh bien il faut bien constater, il faut bien voir la réalité, certaines réalités en face, pour pouvoir y apporter des réponses adéquates. La notion de respect et des besoins du corps va ici être primordiale. La notion de respect de soi. Pourquoi se déresponsabilise-t-on, par exemple, de nos actions quotidiennes en termes d'alimentation, de recherche du meilleur pour nous? Pourquoi se déresponsabilise-t-on quant à la connaissance du mode de fonctionnement de nos pensées, du mode de fonctionnement de ce circuit émotionnel, du pourquoi, du comment? Pourquoi recherchons-nous seulement un soulagement des pilules plutôt que de réelles connaissances, savoir, afin de les intégrer dans notre vie, dans une vie plus riche, plus épanouissante, plus intense, plus vivante. Donc ici, la notion des besoins du corps sont essentiels. Dans cette partie-là, je vais aborder l'importance de se protéger, de se respecter et de s'informer aussi. Si vous ne connaissez pas naturellement les besoins de votre corps, alors d'autres s'en chargeront. Et les besoins sont non seulement individuels et dépendent du temps, c'est-à-dire quelle période de votre vie vous vous trouvez, dépend de votre mode de vie, dépend de votre charge de travail physique, mental, etc. Ça dépend de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Ça dépend de vos prédispositions. Ça dépend de tellement de paramètres que rechercher l'information à l'extérieur n'est pas forcément la meilleure solution. Rechercher l'information quant au fonctionnement serait peut-être une ouverture. Comment ce corps fonctionne et comment je pourrais l'expérimenter. Donc ici, l'expérimentation va prendre une part très importante dans la guérison, dans la recherche d'amélioration, dans la sérénité, dans ces évolutions et ces transformations. Donc je vous invite à non seulement vous informer, encore plus que vous informer, apprendre, vous avez d'innombrables accès à l'information de nos jours, que ce soit à travers ce monde virtuel, digital, à travers des livres, à travers des conférences, il y a énormément de possibilités, mais variez vos sources d'informations, expérimentez et ne restez pas bloqué, figé sur une solution. Expérimentez-la et n'hésitez pas à aller explorer d'autres sphères. Si je devais prendre mon exemple par rapport à l'alimentation, alors c'est quelque chose dont je parle très peu. Je trouve que c'est très ennuyeux qu'on me demande si je suis végane, c'est quoi mon type alimentaire, est-ce que je suis végane, végétarienne, qu'est-ce que je mange pas. Je trouve que c'est un sujet très ennuyeux. Voilà, c'est pour la raison pour laquelle je ne partage pas forcément ça. Des personnes veulent s'identifient, s'étiquettent, oui. Se mettre des étiquettes dans des groupes comme étant vegan ou je ne sais quoi d'autre. Si je mange ou non tel aliment, premièrement, cela me regarde. Deuxièmement, ce n'est pas encore une fois intéressant. Ce n'est pas intéressant.
Alors bien évidemment, en général, quand on me pose la question, c'est lors d'invitation, si je suis invitée, il y a des allergies, des précautions à prendre. Et je pense qu'aujourd'hui, on met en place ce genre de précautions parce qu'on voit ça comme une offense de ne pas demander à la personne si elle ne mange ou pas ce genre d'aliments. Ou alors aussi peut-être parce qu'il y a de plus en plus d'allergies, de plus en plus de revendications aussi. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Je sais que j'ai établi un mode qui m'est spécifique, qui me met aussi en marge par rapport à une certaine socialisation. Ça, je n'ai aucun problème avec ça. Donc, je préfère être marginalisée socialement, mais être plus enclin à expérimenter la vie de manière optimale, si possible. Donc, je ne l'ai pas fait du jour au lendemain. Je l'ai fait selon certaines connaissances, en apprenant le mode de fonctionnement, en m'écoutant énormément, en expérimentant. Et puis aussi, le fait d'avoir un mode de vie très changeant. J'ai un mode de vie assez changeant. Qui fait que je ne suis pas figée dans un certain type d'habitude alimentaire, je dirais. J'ai une capacité adaptative, mais jusqu'à un certain point. Là, par exemple, je viens de revenir du Royaume-Uni. Je disais que je ne venais pas forcément m'adapter à tout. Je reviens du Royaume-Uni et j'étais dans un environnement, on va dire, standard, normal, avec peu de mouvements physiques, comme à mon habitude, hein, où par exemple je peux travailler en plein air. Là, j'étais plus un travail... voyez, digital, sur internet, plus mental, intellectuel, qui faisait en sorte que durant cette période, j'avais certains objectifs qui faisaient que j'avais un mode de vie spécifique et donc je devais programmer par exemple de l'activité parce que je sais que c'est essentiel à mon équilibre et que ce corps en a besoin. Il y a d'autres périodes où je ne programme absolument rien. Mon mode de vie ou le travail que j'effectue, ou les voyages, etc., font que je suis déjà dans une certaine mouvance et qu'il n'est pas nécessaire de programmer, par exemple, une activité sportive à tel moment. Bon, sauf si c'est pour bien évidemment, si ça a des fins ludiques, de jeu, de relationnel, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, en termes alimentaires, je sais que j'ai aujourd'hui une connaissance accrue de la manière dont je fonctionne, dans mes besoins. J'ai développé une écoute très subtile de ce corps-là, de ses besoins, et je sais exactement ce qui ne me fera pas du bien, ce que d'ailleurs j'ai retiré dans mon champ de possibilités, qui ne font plus du tout partie de mon monde. Il y a d'autres choses qu'en fonction de l'activité, de l'endroit, encore une fois où je me trouve, je vais m'adapter, mais ça va m'être propre. Il n'y a ni nom, je ne me donne aucun nom, aucune étiquette, aucun groupe, je n'appartiens à aucun groupe social alimentaire, je ne revendique absolument rien, j'ai simplement développé une écoute accrue de ce corps, de ses besoins, et surtout j'ai expérimenté selon différents milieux, différentes activités, différentes tranches d'âge et différents états intérieurs, ce qui me correspond à chaque moment. Il y a des principes généraux auxquels je ne déroge pas, et je pense que ce sont un peu, je dirais même des principes universels à l'être humain, mais il n'y a pas forcément de règles, il y a des principes généraux qui sont intrinsèques au fonctionnement et aux besoins d'un être humain, mais il y a les règles qui sont inhérentes peut-être à la culture, à l'environnement, auxquelles je n'adhère pas forcément. Donc selon moi, la connaissance et l'expérimentation sont des outils essentiels. Quand je dis qu'il y a par exemple des principes universels, et quand je dis la connaissance, c'est par l'écoute, c'est aussi vous informer. Je vous parlais des sources d'information tout à l'heure. Je peux vous conseiller un livre pour ceux qui sont intéressés de savoir un petit peu ce qui se passe dans l'environnement global et là où on se trouve, et le fait de ne pas sous-estimer ces choix-là, de se dire c'est pas grave, après tout, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se passent
Et je me souviens que j'avais lu un livre qui m'a confirmé certaines intuitions, qui est Le complot mondial contre la santé, de Claire Sévrac. Pour ceux qui sont intéressés de savoir de comment les lobbies fonctionnent pour vous proposer ce genre d'aliments, et que, au fait, la banalisation des poisons vient nourrir certaines industries, au détriment, bien évidemment, de votre santé, dont on s'en fiche royalement. Il y a l'ouvrage qui m'avait accompagné assez peu. Il m'avait été conseillé il y a de nombreuses années par ma sœur, elle l'utilisait pas mal. C'est Les additifs alimentaires de Corinne Gouget. En fait, ça a établi une liste de tous les additifs perturbateurs endocriniens. Je crois que même il est actualisé, puisque il y a aussi une actualisation des additifs qui se mettent par rapport à des nouveaux additifs qui sont rajoutés dans certains aliments. Mais aussi une actualisation par rapport aux recherches qui sont effectuées sur ces additifs, qui sont pour la plupart perturbateurs endocriniens, et je vous invite à vous informer sur ce qu'est à quoi correspondent les perturbateurs endocriniens. Et puis il y en a un aussi qui m'avait accompagnée tout au début sur mon parcours de guérison, c'est l'intestin, notre deuxième cerveau. Comme je dis, aujourd'hui l'information est partout, mais voilà, les apprentissages sont très peu mis en application. C'est drôle lorsqu'on intègre une information aussi importante, par exemple, de ne pas la mettre en application tout de suite. Bon, dans certains domaines, vont tout de suite mettre en application des informations qui semblent être révolutionnaires dans notre monde, même individuel, qu'il soit intérieur ou extérieur. Mais d'autres informations auxquelles nous pouvons donner une certaine importance, mais dont on n'appliquerait pas les fondements. Alors, ça reste des informations, donc ce n'est pas des connaissances. Ce n'est absolument pas des connaissances, étant donné que si c'était des connaissances, elles auraient été intégrées totalement à notre corps, à nos mémoires, et donc à notre vie, à nos comportements. Tant que nous n'avons pas intégré des attitudes, des comportements, des manières de voir, de penser, des perceptions, cela signifie que ce sont uniquement des informations. Et les informations, ce n'est pas la connaissance. Les informations que l'on peut acquérir, et qui sont pour beaucoup très 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 intéressantes aujourd'hui, ne sont pas encore des connaissances intégrées. Voilà. Le plus important, encore une fois, c'est de l'intégrer, l'expérimenter, et d'en faire l'expérience par le corps, et d'en faire l'expérience intérieure, et de l'inclure en nous. Donc, dans tous les changements que nous pouvons avoir, auxquels nous pouvons faire face, les transformations, les changements, etc., il y a ces aspects également à prendre en considération. Puisque, par exemple, la qualité de l'environnement dans lequel nous vivons, l'alimentation ou autres, vont avoir des répercussions sur notre mental, sur la clarté mentale dans laquelle nous pouvons nous retrouver, nous trouver, et qui va être essentielle dans les prises de décision. Encore une fois, j'en ai parlé dans l'épisode 1, les prises de décision dans le quotidien vont être liées à toute autre chose que le mental, bien autre chose que le mental, mais lorsque le mental intervient, lorsqu'il met en place des stratégies, des actions à prendre, si l'on n'a pas une certaine clarté d'esprit pour pouvoir discerner ce qui nous semble plus juste ou non, nous ne faisons pas les bons choix pour nous. Et d'autres personnes feront ces choix-là, et encore une fois, ce ne seront pas les meilleurs pour vous, bien au contraire. Et pour ça, après la prise de décision, vient le passage à l'action, et surtout l'implication dans ce cheminement, dans cette responsabilisation de notre quotidien, des choix que nous pouvons faire pour notre environnement intérieur, mais aussi extérieur. Ça implique de l'engagement vers une certaine direction. Ce n'est pas juste des morceaux à droite à gauche, des petits sparadraps à droite à gauche, des petites pilules qu'on prend à droite à gauche. Non,
si c'est un engagement envers une sorte de pacte, d'alliance que l'on fait avec nous-mêmes, à partir d'aujourd'hui, je me respecte et je ferai en sorte de mettre toutes les chances de mon côté pour pouvoir vivre pleinement. Et ça, cet engagement envers nous-mêmes, je pense qu'il est fondamental avant d'entreprendre n'importe quelle recherche d'information, n'importe quel changement. Je crois que cette alliance-là est fondamentale, et ce, même au niveau relationnel ou autre, professionnel, etc., etc. C'est réellement le respect de soi et qui va impliquer par la suite se protéger de ce qui ne nous convient pas et ce qui est néfaste et destructeur pour nous. Donc tous ces changements-là, cet engagement-là, va impliquer de la discipline, quelque part. Au début, on peut la voir comme de la discipline, mais c'en est une. C'est une bonne discipline. La structure est bonne, surtout dans un environnement qui ne nous permet pas de nous prendre en charge, voilà, qui nous décharge quelque part de certaines responsabilités, mais encore une fois, pas dans le bon sens. L'écoute, les connaissances, l'expérimentation, et puis aussi rester ouvert. Comme je disais tout à l'heure, je parlais d'alimentation. Je vous raconterai un jour l'anecdote de la secte de crudivores dans laquelle j'ai fait un petit bout de chemin. Donc voilà, on découvre quelque chose par rapport au crudivorisme. Aujourd'hui, on appellerait ça plutôt alimentation vivante. C'est le fait de s'alimenter d'une certaine manière, qui est très pertinente, selon moi. Mais c'est ce que les êtres humains en font, en fait. C'est un peu le côté dictatorial imposé. Même dans les bonnes choses, entre guillemets, elle se détériore parce qu'on l'amène d'une certaine manière et qu'on la transforme en règle absolue, en vérité absolue. Donc restez ouverts par rapport aux changements qui s'effectuent, parce que vos prises de conscience ne sont pas forcément vos prises de conscience d'aujourd'hui, ne sont pas forcément les prises de conscience d'hier et de demain, et donc ne sont pas forcément les prises de conscience de votre entourage, et plus largement des gens, ce qu'on appelle les gens, la population en général. Donc restez ouverts, restez indulgents, parce que pour toutes ces raisons-là, et surtout ouverts, ne restez pas figés dans, par exemple, une expérience qui vous a servi, ou un outil, une méthode qui vous a fait du bien, qui a modifié, changé énormément de choses en vous. Ne restez pas figés. Tout cela implique une réorganisation de son quotidien. Quand je parlais d'engagement tout à l'heure, est-ce que vous êtes prêt à réorganiser votre quotidien ? Par exemple, si vous avez des enfants, eh bien, je ne sais pas moi, réapprendre à cuisiner avec eux, leur réapprendre d'autres saveurs, d'autres préférences, même si ce n'est pas évident et que vous risquez de fonctionner, de marcher à contre-courant par rapport à ce que, je ne sais pas, l'environnement dans lequel il se trouve. Donc réorganiser son quotidien par rapport à ce qui vous semble le plus important pour vous, votre quotidien, votre environnement, ce sur quoi vous avez la main mise. Aussi réorganiser vos relations, les relations que vous avez, que ce soit dans l'intimité, dans votre vie personnelle et plus largement dans les liens que vous pouvez créer dans je sais pas moi, de votre dans vos diverses activités par exemple, quel type de relation vous désirez, émanant de vous, quel type de réponse dans vos relations. Et voilà, une réorganisation des habitudes, et Dieu seul sait à quel point les habitudes, malheureusement, collent à la peau. Ça devient presque comme des entités qui s'accrochent, comme des êtres vivants qui s'accrochent et qui se nourrissent de vos comportements, de nos comportements, et qui eh bien, sont bien là où elles se trouvent. Et le jour où on désire s'en débarrasser, en finir, eh bien, elles ne sont pas forcément, ces habitudes-là ne sont pas forcément toujours du même avis. Qui sera la priorité dans ces prises de décision ? Pour vous.
Est-ce que ce sont les habitudes? Est-ce que ce sont les mondes qui ont été créés, toutes ces forces-là destructrices et sources de perdition? Et je pèse mes mots, je pèse vraiment mes mots, parce que justement, je tiens ici à souligner l'anormalité de la normalité. L'être humain a tendance à accepter, à tout accepter, même de vivre en enfer. Dans cet épisode, nous avons fait le tour, plus ou moins, du constat alarmant aujourd'hui, mais vraiment de manière générale, j'avais envie de vous partager cette chose-là, même si certains l'appelleraient négative, mais oui, elle fait partie de certaines réalités. Il est important de voir certaines choses, même que l'on ne veut pas voir, qui font partie intégrante d'une réalité collective qui ne nous est pas favorable. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes capables d'agir dans un certain sens. La bonne nouvelle, c'est que cela nous donne l'opportunité de prendre position pour nous et notre vie et les choix que nous faisons, que nous abordons. Ça nous donne l'opportunité de clarifier la direction vers laquelle nous voulons aller. Cela implique, dans un premier temps, effectivement, peut-être de l'effort, peut-être pour certains des douleurs. On n'est pas obligé de passer par la douleur, mais peut-être que oui, c'est un passage obligé. Alors oui, passons par cela. Donc lorsque l'on prend cet engagement-là, dans les choses les plus basiques du quotidien, de retransformer ce qui est important, dans les choses les plus simples du quotidien, ça renforcera non seulement l'aspect physique, ça renforcera également notre aspect psychologique, de savoir que nous sommes capables de, et ça nous ouvrira des horizons intérieurs. Ça nous permettra de nous reconnecter. Ça prendra peut-être du temps pour certaines personnes. Et justement, ce temps est très important. Comment voulez-vous trouver des solutions à des problématiques qui ont perduré pendant des années et des années? Et cette patience-là sera d'autant plus acceptée, intégrée, dans la mesure où cette alliance avec nous-mêmes sera indestructible. Et voilà pour la fin de cet épisode sur les poisons pour le corps. Les poisons, essayons d'identifier, de mettre en lumière les poisons quotidiens qui nous sont offerts, malheureusement. Et pour cela, informons-nous, portons attention sur nos actions quotidiennes, nos choix quotidiens, dans tous les domaines de notre vie. Et nous nous rendrons compte que plus nous nous déresponsabiliserons de certains domaines de notre vie, plus ces poisons deviendront banals dans notre quotidien. Nous ne les acceptons pas, acceptons les bienfaits que la nature, que la vie nous offre, et non les poisons créés par l'homme. Voici la fin donc de cet épisode-là, de cette nouvelle aventure, de ce podcast des chemins insoupçonnés. Je vous retrouverai avec plaisir lors de notre 3e épisode, donc notre prochain épisode, qui traitera des mots qui guérissent. À tout de suite pour le prochain épisode.